Une prolongation de la prestation canadienne d'urgence pourrait coûter plus de 60 milliards de dollars. À la demande d'un député conservateur, le directeur parlementaire du budget a analysé deux scénarios concernant une prolongation de ce programme. Dans les deux cas, la PCU serait prolongée jusqu'en janvier 2021 et les prestataires pourraient recevoir des prestations pendant 12 semaines de plus pour un total de 28 semaines. Cette prolongation coûterait 57 milliards 900 millions de dollars. En ce moment, une personne qui gagne plus de 1 000 $ par mois ne peut pas recevoir la prestation canadienne d'urgence. Si le programme était modifié pour que les prestations diminuent graduellement, 50 cents pour chaque dollar gagné au-dessus de 1 000 $, le coût pourrait grimper à 64 milliards. Ça s'ajouterait au programme actuel. En date du 4 juin, Ottawa avait reçu près de 8,5 millions de demandes et avait versé 43 milliards 500 millions de dollars de prestations. Avec nous ce soir, Yves Giroux, directeur parlementaire du budget. Bonsoir, M. Giroux. Bonsoir, M. Filion. Est-ce qu'il est soutenable sur le plan financier de prolonger comme ça la PCU jusqu'en janvier 2021 avec 28 semaines de prestations au total au lieu de 16 comme c'est le cas présentement? Bien, c'est sûr que c'est soutenable, mais c'est soutenable uniquement dans l'optique où ce programme-là serait prolongé, mais prolongé une fois. Le risque, par contre, c'est qu'en le prolongeant, on risque d'accroître les attentes des Canadiens pour que le programme soit non seulement prolongé encore une fois au-delà de janvier, mais qu'il soit aussi rendu permanent. Et c'est ça qui risque de ne pas être viable à long terme. Donc, plus on met un programme qui est supposé être temporaire, plus on le prolonge, plus on élève les attentes des Canadiens pour que ce programme, qui est plus généreux et plus facile d'accès que l'assurance-emploi, bien, plus on met les attentes élevées pour que ce programme-là devienne permanent ou encore que ça se répercute via des enrichissements au programme d'assurance-emploi qui, elles, risqueraient d'être permanentes. Et c'est ce qui est moins viable à long terme. Et là, vous avez justement étudié l'option de réduire progressivement les prestations de la PCU, un peu comme l'assurance-emploi finalement. Ça fonctionnerait comment si on faisait cela? C'est à la demande du député Dan Albus de la Colombie-Britannique, qui fait partie du caucus conservateur, qui nous a demandé d'étudier le coût de ces paramètres-là. Et en vertu de ce qu'il nous a demandé, il nous a demandé d'étudier le coût d'un programme où les gens pourraient gagner plus de 1 000 $ et être toujours éligibles à la PCU, mais les revenus gagnés au-delà de 1 000 $ réduiraient la PCU à un rythme de 50 cents par dollar gagné, ce qui ferait en sorte qu'à une PCU de 2 000 $ par mois, les gens seraient éligibles jusqu'à ce qu'ils gagnent environ 5 000 $ par mois. Donc, ça rendrait plus de gens éligibles à la PCU, puis ça augmenterait aussi son coût, malheureusement. Quels seraient donc les avantages de réduire progressivement la PCU? Est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir une incitation positive sur le retour au travail? Bien, c'est un des gros avantages d'une PCU comme celle-là. C'est-à-dire que les gens, présentement, font face à un dilemme, bien, ce qui n'est pas vraiment un dilemme, mais les gens qui gagnent 1 000 $ ou moins par mois sont éligibles à la PCU, mais aussitôt qu'ils gagnent plus de 1 000 $, ils font face à un mur où ils sont inéligibles à 2 000 $ de PCU. Donc, quelqu'un qui a le choix de gagner 995 $ ou 1 100 $, le choix est facile parce qu'en augmentant son revenu de très peu, il perd 2 000 $ par mois. Alors qu'avec la proposition conservatrice, cette personne-là pourrait quand même accepter de travailler plus d'heures et recevoir quand même un montant qui est presque la totalité de la PCU. La réduction serait seulement de 50 % des 100 $ additionnels. Donc, les incitatifs au travail sont quand même beaucoup plus grands qu'avec la PCU actuelle. Mais le désavantage, c'est que plus de gens sont éligibles, donc tous ceux qui gagnent entre 1 000 et 5 000 $, ce qui fait que le coût total du programme est plus élevé. Est-ce que dans votre observation des choses, on a besoin de prolonger la PCU? Ça, c'est une question très délicate. Ça dépend beaucoup du point de vue qu'on adopte. La PCU plus généreuse que l'assurance-emploi, c'est très nécessaire pour les gens qui ne se sont toujours pas retrouvés d'emploi. Et on peut penser facilement au restaurant ou au bar ou à l'ensemble de l'industrie touristique. Cependant, si on est dans certains secteurs où il y a encore des pénuries de main-d'œuvre, on peut penser que l'abolition de la PCU ou son expiration telle que prévue faciliterait le recrutement pour certains employeurs. Donc, c'est une décision éminemment politique.
dans laquelle je ne m'aventurerai heureusement pas. Si on faisait cela, prolonger la PCU comme il est proposé ici jusqu'en janvier prochain, le déficit budgétaire 2020-21 dépasserait donc les 300 milliards de dollars? C'est fort probable que le déficit dépasserait les 300 milliards de dollars. On le saura évidemment un peu plus, on aura plus de détails là-dessus au fur et à mesure que les données économiques additionnelles rentrent. Par exemple, la semaine dernière, on a vu un rapport sur le marché du travail, l'enquête sur la population active qui suggère une reprise de l'emploi. Donc, c'est un peu plus rapide que ce qu'on prévoyait il y a quelques semaines. Donc, c'est possible que l'économie reprenne plus vite que prévu, ce qui réduirait un peu le déficit, mais avec une prolongation de la PCU et un enrichissement comme celui-là, c'est évident que le déficit fédéral serait beaucoup plus élevé que ce qui serait en l'absence de cette prolongation. Faut-il un budget 2020-21 ou à tout le moins une mise à jour budgétaire économique prochaine à Ottawa? Je parle prochaine, là, prochain jour, prochaine semaine, d'ici la fin du mois, disons. Selon moi, oui. Les budgets et les mises à jour économiques sont une excellente façon pour les Canadiens de connaître l'état des finances publiques, non seulement l'état des finances publiques, mais aussi l'état de l'économie et aussi les plans du gouvernement concernant les dépenses publiques et la direction qu'il désire prendre au cours des prochains mois. Et présentement, en l'absence d'un budget ou d'une mise à jour économique et financière, on n'a absolument aucune idée du plan du gouvernement fédéral pour la suite des choses. On a une bonne idée de l'état des finances publiques parce que mon bureau publie des rapports assez réguliers et le gouvernement publie les coûts des mesures, mais ça donne un portrait du passé. Ça ne donne aucune indication de ce que le gouvernement prévoit faire au cours des prochains mois. Mais le gouvernement dit qu'il y a trop d'incertitudes. Quelle serait la valeur d'un budget ou d'une mise à jour avec autant d'incertitudes dans l'économie présentement? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais de l'incertitude, il y en a toujours dans la mesure où, par exemple, en 2016, lorsque le gouvernement fédéral a déposé son budget, personne n'aurait pu prévoir l'élection de Donald Trump aux États-Unis, ce qui est un élément d'incertitude important. On l'a vu par la suite sur le commerce international, notamment. Donc, il y a toujours des éléments d'incertitude. Mais parce qu'on n'est pas certain des chiffres qu'on publierait dans une mise à jour économique, ça ne veut pas dire qu'on doit éviter d'en faire une. Des chiffres qui sont avec un niveau d'incertitude plus élevé que la normale sont toujours mieux que l'absence complète de direction. Ce qu'on a présentement, on n'a absolument rien de la part du gouvernement. Merci beaucoup pour cette analyse, M. Giroux, ce soir. Ça me fait plaisir.